Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Nous sommes le jeudi 30 janvier et bonjour à vous Jessica Berthaud. Bonjour. Vous êtes journaliste pour M6, vous avez réalisé un reportage qu'on va pouvoir voir dans Capital. C'est un Capital qui est consacré à notre santé, le coût de la santé en France. Médecin, il vous soigne, mais à quel prix? On va en parler avec vous dans un instant et puis à 10h30, nous aurons la gagnante de la Starac qui sera avec nous, Marine. Et oui, vous chantez Jessica? Un petit peu, très mal. Qu'est-ce qui vous a surpris dans toute cette enquête sur la santé? C'est une enquête importante pour Capital. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas? Oui, alors ce qui nous a surpris en premier lieu, c'est que nous, on sait évidemment qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver encore des rendez-vous médicaux. Ça, l'attente qui peut, chez les spécialistes, voilà, on le savait déjà. Donc, ça peut être des fois 3 mois, 6 mois d'attente, voire parfois même 1 an pour certains spécialistes. Ce qui nous a un petit peu révolté dans cette enquête, c'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait certains spécialistes qui, au-delà d'être en situation de pénurie, vont se concentrer sur certains actes qui ne sont pas forcément des actes médicaux. Genre les dermatologues, on se rend compte que pour trouver un rendez-vous... De plus en plus de médecine esthétique. Exactement, beaucoup de rendez-vous esthétiques et c'est vrai qu'on a voulu faire le test avec Julia Galland qui est la co-réalisatrice du reportage. On se rend compte que certains rendez-vous, on appelle à 5 minutes d'intervalle pour un motif différent et vous avez effectivement parfois même 1 an d'attente pour un rendez-vous médical contre 10 jours pour de l'esthétique. Donc ça, c'est quand même très flagrant. On s'attendait pas à avoir de tels, traitements, de quelle disparité. Oui, ça concerne principalement les dermatos, effectivement, et on a du mal à avoir des rendez-vous chez ces spécialistes. Et puis il y a les tarifs dont on va parler avec vous dans un instant. Plus surprenant, puisqu'on a vu le sujet, c'est surtout aussi les hôpitaux qui font ces pratiques-là, c'est-à-dire les hôpitaux de l'assistance publique. C'est ça le plus choquant. Voilà, le plus choquant. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a l'activité privée à l'hôpital qui est autorisée, mais ce qu'on a découvert au-delà de cette activité privée, c'est que ça peut justement engendrer des inégalités, des équilibres totaux entre patients. Effectivement. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, même si on est hélas habitué aux images d'inondations, on est toujours choqué de voir les dégâts des rivières qui débordent, comme à Redon. Des crues qui n'ont fini pas de monter, ça continue de monter à Redon. Après Eowyn et Herminia, vous savez, les dépressions. Il y a Ivo maintenant qui amène son lot de fortes pluies, risquant d'aggraver des inondations en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Hier, toutes les chaînes étaient sur place en édition spéciale, comme le 20h de France 2. À la tombée du jour, la rivière la Vilaine déborde toujours et gagne du terrain sur Redon. Des quartiers résidentiels entiers ont été évacués, plongés dans le silence. Cet habitant revient chez lui sauver quelques affaires, car l'eau va continuer de monter toute la nuit. On se dit où ça va s'arrêter, quoi. Là, j'angoisse un peu pour tout ce qui est meuble, parce que ça va être foutu, les canapés, il y a 2-3 canapés, ça va être pourri. Ce matin, en quelques heures, l'eau a envahi les rues, remontant même par les bouches d'égout, à une vitesse qui a surpris tous les habitants. La marque est sur l'angle du mur là-bas, c'est la dernière montée de crue de 95 qui avait inondé la rue. Et donc une grande partie de toutes les habitations et commerces. Et là on nous dit que ça va être plus haut que 95. Donc on va devoir vivre des choses qu'on n'a encore jamais vécues. Et comme le faisait remarquer ce matin Jean-Jacques Bourdin, une fois les téléparties, ils vont laisser les maisons avec des moisissures, avec des murs remplis d'eau. Et c'est là où il faudrait que les médias soient là. Et c'était un peu le coup de gueule ce matin de Jean-Jacques Bourdin. Valérie, est-ce que vous avez regardé Canal+ hier? Oui, le multiplex, non, je ne l'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler. Combien il y avait de matchs d'après vous en simultané? Il y avait 18 matchs, 18 lives, 36 équipes, un but tous les 2 minutes pour un multiplex géant de la Ligue des Champions. C'était du jamais eu pour Canal+. Moi, j'ai regardé, c'était fascinant. C'était un grand zapping de buts quand même. Et puis, on a suivi avec attention le match de Brest contre les géants du Real de Madrid. Bon, ils ont perdu. Mais avant le match, Brest était heureux d'aller combattre contre Goliath. On a vu les supporters dans cet avou qui étaient heureux d'affronter le Real de Madrid.
Historique. Ça fait plaisir de voir que cette équipe qui n'a pas les moyens des grandes équipes fait mieux. Ça va être difficile, hein, parce qu'il y a Mbappé qui sera dans l'équipe d'en face. Jamais rien n'est acquis qu'à la dernière seconde quand l'arbitre siffle. Aucun joueur madrilène ne connaissait ni la région. Roudourou, il pensait que c'était le nom d'un chien. Tout le monde disait qu'on n'allait pas faire grand-chose en Ligue des Champions. Brest n'a pas la pression. Quel que soit le résultat de ce soir, c'est une aventure merveilleuse. Allez Brest! C'était vraiment formidable. En tout cas, c'était une vraie réussite pour ce multiplex de la Ligue des Champions. Valérie, si je vous dis DeepSeek, est-ce que ça vous parle ? Mais oui, c'est la nouvelle IA chinoise. Oui, qui a fait tomber la bourse hier de Wall Street. Eh bien, retenez bien ce nom. DeepSeek, c'est l'intelligence artificielle chinoise. Alors, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'articles et autres, mais vous allez voir, c'est le concurrent donc de ChatGPT. Et la rédaction de France 2 a été très maligne parce qu'ils ont pris un autre axe. Ils ont simplement testé cette version chinoise. Ah oui. Par exemple, ils ont demandé de faire un résumé des Ouïghours. Nous avons voulu le tester avec d'abord une question simple. Quel est le feuilleton phare de France Télévisions ? Réponse détaillée, Plus belle la vie, puis Un si grand soleil. Bien vu. Nous tentons ensuite une question sur la taille du président chinois. Et là, parlons d'autre chose, nous dit-il en anglais. Quant à la question sensible de la minorité ouïghour, persécutée en Chine selon les ONG, que peut-il en dire ? Il a bien répondu, une réponse plutôt correcte, même assez complète, mais que j'ai à peine eu le temps de lire, et c'est supprimé tout de suite. Sur les questions polémiques en Chine, DeepSeek est du genre taiseux. Mais pour le reste, est-il aussi efficace que ChatGPT ? Les chercheurs ont soumis aux 2 robots conversationnels des milliers de questions mathématiques, économiques, philosophiques. Globalement, c'est match nul. À première vue, il fonctionne de la même manière. Voilà, donc il n'y a pas de sujet ? Non, ça marche bien, mais ça fait peur aux États-Unis d'avoir un gros concurrent de ChatGPT. Vous utilisez l'intelligence artificielle dans la rédaction Oui, alors notamment pour résumer certains rapports, ça nous arrive de le faire. Enfin, moi je le fais personnellement. Après, je ne vais pas parler au nom de toute la rédaction, mais je peux le faire. Et effectivement, quand vous avez des rapports de 50, 150 pages, effectivement, ça peut aussi aider. Et ensuite, vous revérifiez avec des contrôles F. Vous prenez un rapport de la santé, par exemple, sorti du ministère. Ou de la Cour des comptes, et on commence j'avais pas pensé à ça. Mais beaucoup de journalistes, nous on a un journaliste ici aussi qui m'expliquait comment il fonctionnait avec l'intelligence artificielle, en demandant des corrections et en demandant pourquoi ces corrections. C'est-à-dire qu'il faut savoir l'utiliser de façon intelligente, bien évidemment. Mais c'est un outil qui est devenu important et qui permet d'avancer pour les journalistes. Je pense que ça va être incontournable dans les années à venir, oui. Eh ben, vous pourrez essayer DeepSeek maintenant et comparer avec ChatGPT. Un parfait inconnu, ça vous parle, Valérie ? Je vous teste ce matin. Oui. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. C'est un biopic sans fausse note sur Bob Dylan, qui est sorti hier avec Timothée Chalamet, en état de grâce, titrait. Je sature un peu perso, mais. Alors, le Parisien titrait en état de grâce, en précisant que la réalisation du film sorti sur les écrans hier avait été confiée à James Mangold. Alors c'est le familier des grosses productions de Marvel, de Wolverine et même le dernier Indiana Jones, c'est lui. Timothée Chalamet, évidemment, qui parle de Dylan qui était une personne engagée, comme le racontait Pierre Lescure dans C'est à vous. Comme le racontait... j'ai un petit souci de mon texte, c'est pour ça. D'habitude, vous écrivez à la main et je vois que c'est écrit. Et que là, c'est tapé. C'est très étrange. Parce que vous faites, du coup, je me perds, en fait. Parce que je me perds. Et donc, comme le disait Pierre Lescure. Non, pas Pierre Lescure, Yves Bigot, qui était interrogé sur les engagements dans C'est à vous. Mes excuses pour ce petit cafouillage. Très souvent, les reporters de Rolling Stone veulent lui faire commenter un peu l'actualité, comment il se situe. On sait qu'il est démocrate, on sait qu'il était très ami avec le président Jimmy Carter, on sait qu'il a beaucoup soutenu Obama. Personne ne sait ce qu'il pense de Trump. On pense qu'on sait, mais je pense qu'il ne le dira pas. Justement parce qu'il dit... Dans la Bible, il n'est pas question de droite ou de gauche. Il est question du bien et du mal, de l'honnêteté et de l'hypocrisie. Il ne veut jamais s'impliquer en fait dans le quotidien, dans le banal. C'est en ça qu'il rejoint justement la tradition d'Homère, de Shakespeare, c'est-à-dire il travaille pour le temps géologique et pas pour l'actualité.
Et les biopics n'en finissent pas d'envahir nos écrans. Aznavour, on sait que c'est un Rahim qui chantait. Et ben là aussi, c'est Timothée Chalamet qui chante lui-même. Ouais. Qui chante lui-même. Et c'est mon son numéro 5, mon son musique. Et vous allez voir, c'est bluffant. Once upon a time, you're just so fine. Through the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. Ouais, ça vous plaît, hein? Ouais, c'est bien, non? C'est bien. Est-ce qu'il y a eu de l'intelligence artificielle? Ah, je ne sais pas ça, je ne suis pas enquêté. Non, je crois qu'il a raconté qu'il s'était beaucoup entraîné. Mais c'est la même voix, hein, c'est assez impressionnant, je trouve. Non, bon. Si. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de notre santé, le coût de la santé en France. C'est un numéro de Capital à ne pas manquer, dimanche à 21h10. Et on est avec Jessica Berthaud qui a réalisé un reportage sur le prix des consultations. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jessica Berthaud. Vous êtes journaliste. Vous avez réalisé un reportage sur le coût de notre santé. D'abord, le coût de la santé, c'est le titre de la thématique de Capital dimanche prochain. Médecin, il vous soigne, mais à quel prix? Je vois des auditeurs qui ironisent en disant vous découvrez ça, vous découvrez que ça coûte cher. Non, on découvre pas. Mais néanmoins, vous avez fait une enquête qui met très clairement en exergue certains dérapages et certaines anomalies. On l'a évoqué tout à l'heure avec l'hôpital public, qui a des consultations privées, des consultations privées en soi, c'est normal, mais une médecine à deux vitesses et des prix de consultation qui s'envolent chez les spécialistes. Oui, aujourd'hui en France, on a près de un spécialiste sur deux qui pratique des dépassements d'honoraires. Donc, c'est-à-dire qu'en plus du prix de la consultation, vous devez parfois rajouter 15, 20, 30 euros, voire parfois beaucoup plus. Et on sait que dans les années 2000, c'était seulement 37%. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même eu aujourd'hui un énorme gap entre les deux. Et on se pose la question, on s'interroge, on se dit pour quelles raisons? C'est un constat, effectivement, aujourd'hui, qui pénalise certaines parties de la population qui soit n'ont pas de mutuelle. Il y a quand même 5 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas de mutuelle. Soit ceux qui ont effectivement des mutuelles qui ne permettent pas de couvrir ces dépassements d'honoraires. Et donc, on a filmé notamment un couple où le monsieur qui a une consultation à 55 euros chez l'ophtalmo au lieu de à peu près 31,50 €, et qui doit payer de sa poche 27,40 €. Donc, si vous voulez, ces restes à charge-là s'accumulent. Et à la fin de l'année, aujourd'hui, c'est près de 250 € de restes à charge pour les Français, juste pour la santé. Et ce qu'il nous explique bien, c'est que c'est devenu pour certains un luxe. Il y a des soins qu'on retarde. Il y a quand même 1 Français sur 4 aujourd'hui qui repousse certains soins faute de moyens. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu commencer l'enquête avec Julia Galland. Alors une question naïve, à qui la faute? Est-ce le médecin qui se fait payer trop cher, les mutuelles qui remboursent pas assez ou la sécurité sociale qui rembourse pas assez? Finalement, il y a 3 acteurs. Quel acteur joue pas son rôle? Alors aujourd'hui, plutôt que de pointer sur un acteur, c'est quelque chose qui est systémique. Concrètement, on est allé voir un pédiatre qui est en secteur 2 pour essayer de comprendre ses frais, ses charges. Pour quelles raisons est-ce qu'aujourd'hui, il va facturer une consultation plus chère que le tarif de la sécurité sociale? Aujourd'hui, ce qu'il nous dit, et c'est le cas pour beaucoup de médecins spécialistes en France, c'est qu'avec effectivement une consultation au tarif de la sécurité sociale, il gagnerait 3 fois moins en salaire. Donc, à temps plein, il nous explique que ce serait, on va dire en secteur 1, 2 000 € contre en secteur 2, 6 000 €. Ils ont quand même fait 12 ans d'études. Donc, ça, c'est une vraie réalité qui est aujourd'hui effectivement palpable chez beaucoup de médecins spécialistes qui vous disent on ne s'en sort plus. Donc, ça, c'est une réalité qu'on a voulu montrer. On a notamment essayer de voir avec lui le décryptage économique, comment il pourrait s'en sortir autrement. Et puis ensuite, effectivement, il y a aussi des médecins qui abusent, et ça, il faut le dire. Et c'est ce qu'on a démontré dans cette enquête, c'est qu'il y a des médecins qui, aujourd'hui, pour faire du profit, ça c'est une réalité, vont choisir, trier les patients en fonction de leur degré de rentabilité. Donc concrètement, on parlait des dermatologues tout à l'heure, il y en a d'autres. Et la question, c'est pas combien un médecin peut toucher en France. Aujourd'hui, un médecin en moyenne spécialiste, c'est 122 000 € par an. Donc c'est déjà bien, et on voit que certains vont effectivement proposer des consultations privées à l'hôpital pour toucher plus, et là où ça commence à être compliqué, c'est quand on voit que ça crée un système inégalitaire entre patients, parce qu'on paye
on va passer plus vite. Être soigné plus vite, pas forcément mieux d'ailleurs. Exactement. Mais en tout cas plus vite. Le Conseil de l'ordre, vous les avez interrogés? Oui, bien évidemment. Alors on va nous dire que c'est légal, c'est encadré. Là, on parle des consultations privées à l'hôpital, par exemple. C'est pour éviter que les médecins, à l'origine, tentaient de gagner plus, partent dans le privé. Sauf que effectivement, on peut pas changer la loi. C'est ce que tout le monde nous dit. On peut pas changer la loi, c'est légal, etc. C'est une minorité aussi. Effectivement, c'est pas tous les médecins. Il y a à la PHP, par exemple, c'est 5,6% des médecins éligibles qui le font. C'est beaucoup quand même, 5% du service public. 5,6% des praticiens éligibles à l'hôpital public. Donc finalement, c'est une minorité, mais les dérives, elles sont loin d'être minoritaires. C'est la dermatologie est le secteur qui est le plus impacté par ces dérives et par effectivement cette course à la rentabilité. Oui, évidemment, une injection de Botox, c'est beaucoup plus rentable que de faire un dépistage de grains de beauté. Oui, effectivement, ça c'est d'ailleurs comme ça qu'a débuté l'enquête. Hélène Mangerdi, la rédactrice en chef de l'émission, nous a tout de suite parlé de ça, parce qu'elle-même est confrontée à ce problème au quotidien. Elle Donc elle a des grains de beauté. Non, comme beaucoup de Français d'ailleurs, elle a des grains de beauté qu'il faut contrôler, surveiller, parce que ça peut donner lieu effectivement à des cancers de la peau, et donc c'est un vrai sujet. C'est pas juste c'est une lubie, on a envie de faire contrôler ces grains de beauté. Il y a des personnes aujourd'hui en France qui doivent être suivies régulièrement. Il y a des campagnes qui régulièrement. Exactement. Vous n'avez pas essayé de prendre rendez-vous pour du Botox et de dire non, c'est pour un. C'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai pas Julia Galland qui est dans le reportage, elle est allée justement essayer de contrecarrer ce système-là, et donc effectivement la dermatologue la reçoit. Donc effectivement elle semble un peu contrariée, et là elle lui dit écoutez, puisque vous êtes là, je vais quand même vous examiner. En revanche, elle va payer le prix fort, c'est-à-dire le prix de la consultation esthétique à 60 € au lieu de 31,50 €. C'est scandaleux. Absolument scandaleux. Oui, je pense que votre sujet va faire du bruit, c'est diffusé dimanche. Est-ce que ça a changé quelque chose qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes salarié, vous êtes obligé, l'entreprise est obligée de vous offrir une mutuelle? Est-ce que ça a changé la donne ou pas du tout? Alors nous, on ne s'est pas penché sur les mutuelles dans le reportage, parce que on sait aujourd'hui effectivement qu'il y a 5 millions de personnes qui sont sans mutuelle, mais ça peut quand même permettre d'avoir une couverture un peu plus importante. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la couverture mutuelle diffère vraiment en fonction de la cotisation que vous payez chaque mois. Le retraité qu'on filme au début du reportage, il paye quand même sa mutuelle 110 € par mois, et il a quand même 27,40 € à sortir de sa poche. Donc si vous voulez, c'est que ça dépend problème, aussi. Les personnes les plus effectivement fragilisées vont peut-être ne pas avoir les moyens en fait de payer une mutuelle trop importante et trop chère. Et en fait, on paye une mutuelle qui n'est pas qui ne couvre pas à 100%. Est-ce qu'à la fin de votre sujet, vous vous êtes dit, on est dans un système fait que pour les riches, notre système de santé, il est dévoyé? Alors, on a découvert effectivement qu'il y a certains dérapages. Il y a effectivement un système de santé à 2 vitesses en France. Après, je vais mesurer un petit peu le propos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un problème très grave à l'hôpital, que vous avez besoin d'aller aux urgences, vous allez être pris en charge. Je veux dire, on n'est pas aux États-Unis, on va pas vous demander votre mutuelle avant de vous soigner. Ça, c'est un fait. Par contre, pour tout ce qui est effectivement des opérations qu'on peut un tout petit peu repousser, mais qui ont des conséquences sur votre santé, on a d'ailleurs un docteur qui témoigne en caméra ouverte sur ce problème-là. Ça peut avoir des conséquences. Et donc là, effectivement, aujourd'hui, on a passé beaucoup de coups de fil au secrétariat des hôpitaux avec des grands pontes, des professeurs qui font du privé à l'hôpital et qui nous disent écoutez, nous, le docteur n'est absolument pas disponible pour vous recevoir. Par contre, si vous payez, c'est 150 € la consultation. Là, il a une place dans 1 semaine, 2 semaines. Incroyable. Ça, c'est choquant, si vous voulez. Nous, ça nous a vraiment beaucoup choqués. Oui, c'est inadmissible. Dans l'émission de Capital, il y a 2 autres sujets, évidemment, consacrés à la santé, médicaments, consultations, hôpitaux, enquête sur un incroyable gaspillage. Ça raconte quoi ? De quel gaspillage s'agit-il? Alors aujourd'hui, vous avez un sujet de Sandrine Andréhy qui est effectivement sur le grand gaspillage de l'argent de la santé. Aujourd'hui, il y a près de 250 milliards d'euros qui sont investis dans le budget de la santé, et on s'est posé la question, en tout cas Sandrine Andréhy s'est posé la question sur est-ce que cet argent est bien utilisé? En l'occurrence, non. Elle s'est rendue compte qu'il y avait effectivement beaucoup de gaspillage, notamment avec les médicaments. On est l'un des pays qui gaspille le plus. Je crois que chaque Français, c'est à peu près
une dizaine de boîtes de médicaments qu'on jette. Donc il y a les prescripteurs, donc que ce soit les médecins ou les pharmacies. On utilise une tablette pour se soigner, et puis une fois qu'on est soigné, il reste 2 autres tablettes dans la boîte. Donc la question c'est, est-ce qu'on ne prescrit pas trop de médicaments, donc les médecins, est-ce que les pharmacies n'en délivrent pas trop, bien sûr. Parce que parfois quand vous allez à la pharmacie, on va vous délivrer les 5 boîtes d'un coup, alors qu'en l'occurrence vous pouvez en avoir une seule, ça vous suffit. Et ensuite évidemment derrière il y a des pressions des laboratoires pharmaceutiques, et donc ça elle le montre très bien dans son enquête. Les laboratoires ne veulent pas céder sur le fait de mettre qu'une ou 2 tablettes. Aux États-Unis il y a ça, hein, quand vous allez à la pharmacie, on vous donne le nombre exact de comprimés dont vous avez besoin. En fait, il y a des régulations, il y a aussi notamment des mesures qui ont été prises, et donc c'est tout le rôle des journalistes, et c'est ce qu'a très bien fait Sandrine Andréi. Il y a des caméras cachées où elle montre effectivement certaines règles qui sont un petit peu contournées, et que ce soit en pharmacie ou ailleurs. Et vous pourrez découvrir ça dimanche. Et puis vous parlez également des parapharmacies à prix discount. Elles veulent soigner votre portefeuille, c'est-à-dire que l'image de la parapharmacie c'est le prix discount. Cool. Sauf que ce n'est pas le cas partout et tout le temps. Exactement. Donc ça, c'est une enquête de Grégoire Huyette qui passera aussi dimanche. Et donc là, il a effectivement eu beaucoup d'accès en caméra ouverte sur ces pharmacies. Voilà, il est dans le décryptage économique et il va expliquer comment tout ça fonctionne, quels sont leurs fournisseurs. Et pourquoi les prix ne sont pas si discount que ça. Il faut vérifier et comparer, parce que les prix d'une pharmacie à l'autre peuvent varier énormément. Et puis on pourra également... la question que je me pose, c'est est-ce qu'on arrivera au système américain ou anglais? À Londres, vous pouvez acheter vos médicaments enfin pas des médicaments sur ordonnance, mais hors ordonnance. C'est comme dans un supermarché. Vous pensez qu'on va arriver à ce système-là? C'est un peu compliqué comme question, c'est-à-dire que moi j'ai pas la réponse. Je pense que très peu long, et on espère que non. Concrètement, on espère que ce sera pas ça. Il y a pas de prise de conscience au niveau là je reviens à votre sujet sur cette vitesse, sur cette médecine à 2 vitesses. Il y a de la part du ministère de la Santé, de la part des autorités. Enfin, c'est quand même une anomalie absolue de dire qu'on peut pas aujourd'hui, si on reprend le cas des dermatos, faire dépister ou aller pour une lésion, et qu'en revanche on peut se faire du botox ou autre Je pense que c'est une question qui a besoin effectivement aujourd'hui d'être posée aux autorités. On voit que c'est un sujet qui reste quand même très sensible, c'est très tabou ce sujet-là. Il y a très peu quand même osent s'exprimer sur ces questions, et vous avez effectivement les syndicats qui vont toujours nous dire que ça reste une minorité, sauf qu'en l'occurrence là ce qu'on a vu c'est que c'était pas une minorité, et que les écarts de délai sont quand même 1 an pour un rendez-vous médical d'attente contre 10 jours pour du botox dans les cas les plus extrêmes. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus pour savoir qu'il y a un vrai problème. Et puis il y a de plus en plus de médecins qui n'acceptent pas de nouveaux patients. C'est le cas de mon médecin traitant qui ne veut pas de nouveaux patients. Et ça aussi, c'est un vrai problème. C'est la pénurie de médecins qui fait ça. C'est qu'ils sont arrivés à leur quota de patients possibles. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver des médecins traitants. Oui, ça c'est un problème de désert médical. Je crois que c'est 87% du territoire qui est considéré comme un désert médical. Donc 87%, c'est énorme. Et en fait, on se rend compte que, au-delà de toutes ces choses-là, tout ce qu'on a vu dans l'enquête, il y a aussi un vrai problème de pénurie de médecins et de dermatologues qui, effectivement, aujourd'hui, sont 20% moins nombreux qu'il y a encore 10-15 ans. Et donc, ça pose question sur les formations. Une auditrice me dit, pour être prise en charge sérieusement, maintenant, il faut payer. Je suis soignée pour 2 cancers dans le privé. Ce sont des visites à 150 €. Ma mutuelle me coûte 157 € par mois. Donc oui, il y a une médecine à 2 vitesses en France, et les pauvres se font bien avoir. Et effectivement, c'est assez scandaleux. Sur le fond, la santé ne devrait pas être... Alors après, on rappelle qu'en France, on peut être soigné gratuitement aussi. Bien sûr. Que c'est pas le cas dans de très nombreux pays. Donc on vous conseille vraiment ce numéro de Capital dimanche, le coût de la santé en France. 3 enquêtes, ils vous soignent, mais à quel prix? À propos des médecins, médicaments, consultations, hôpitaux, incroyable gaspillage, et puis pharmacie à prix discount. Attention à votre portefeuille. Merci d'avoir été avec nous, Jessica Berthaud. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec la gagnante j'ai eu la chance de la Star Academy. Valérie. Absolument, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.